Le 16-18. Le 16-18. France Bleu Drôme-Ardèche. C'est le Valentinois Xavier Méniscus, plongeur spéléo, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour Christophe, merci de m'accueillir dans votre émission. Merci de venir nous voir pour nous parler de votre passion autour de la plongée. Alors la plongée spéléo, donc là on est dans le monde souterrain. Xavier Méniscus, scaphandrier installé à Valence, qui a battu pour la deuxième fois le record du monde de plongée souterraine. C'était dans les Pyrénées-Orientales, moins 312 mètres. C'était le 6 janvier 2024, il n'y a pas longtemps. Deuxième record. Le dernier, on peut le dire assurément. Assurément le dernier, vous oui. Vous avez décidé que vous n'iriez pas plus loin. Je suis un aventurier, un explorateur qui étudie les veines de la Terre. Donc je plonge dans les sources, notamment ici, beaucoup en Drôme-Ardèche. Oui, parce qu'il y a l'aspect record, bien sûr. Aussi. Il y a aussi des plongées régulières. Voilà. L'aspect record, c'est une partie, mais c'est une infime partie. Tout le reste, il y a un très gros travail d'exploration, d'études, sur tous les projets qu'on mène avec la Fédération française des études et de sport sous-marin au travers de sa commission nationale de plongée souterraine. Donc en France, et notamment ici en Drôme-Ardèche, on a un terrain de jeu qui est vraiment très bien pour pratiquer cette activité. Voilà, alors pour parler un peu de votre parcours quand même, vous avez été scaphandrier professionnel pendant de nombreuses années. Alors j'ai commencé comme plongeur militaire en 1987 et ensuite scaphandrier professionnel. J'ai travaillé beaucoup sur les barrages de la vallée du Rhône et ensuite énormément sur les plateformes pétrolières, donc pour le pétrole dans le golfe de Guinée en Afrique. Et c'est en 2000 que j'ai décidé de faire de la plongée souterraine, allier ma passion avec mes techniques professionnelles que j'ai amenées à la plongée souterraine, qui m'a permis en presque 25 ans de progresser et d'arriver au niveau où je suis actuellement. Voilà, et qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde souterrain ? Parce qu'effectivement, en tant que professionnel, vous étiez sur le monde aquatique, voilà, c'était pas en souterrain. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette idée ? Un plongeur, il est d'abord bien dans l'environnement. Donc on cherche à être dans cet environnement, dans l'eau. Ensuite, un plongeur marin, il va aller voir les poissons, il va aller voir la faune, il va aller voir les épaves. Et nous, en tant que plongeurs souterrains, ce qui nous intéresse, c'est le karst. C'est comment l'eau a creusé la roche pour faire ces réseaux souterrains noyés. Alors, il y a des images assez magnifiques, notamment de votre record, la descente à moins 312 mètres. C'est assez sympa à regarder, effectivement. Vidéo qu'on va mettre sur francebleu.fr. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous... quand vous empruntez le chemin de l'eau, je dirais, et que vous descendez comme ça, tout doucement? Alors, comme je vous ai dit, c'est le milieu karstique qu'on recherche, c'est l'ambiance minérale, l'ambiance de l'eau qui a façonné, creusé cette roche. Donc l'eau s'infiltre à les massifs karstiques, donc c'est des roches sédimentaires qui creusent des réseaux, et nous on va les plonger, on remonte au plus loin où on peut aller. Ça donne des paysages assez étonnants. Complètement, ça des couleurs de roche qui peuvent être du très clair au très foncé, en passant par des gris, et on pénètre dans ce réseau, et on peut aller loin, et on peut aller très profond. Et donc moi j'ai la chance d'avoir un niveau qui me permet d'aller loin et d'aller très profond et de m'investir énormément depuis plusieurs années sur différentes cavités en France et en Drôme-Ardèche. Il faut avoir votre expérience pour aller aussi loin d'ailleurs et battre le record du monde, parce que d'ailleurs, alors on va expliquer que ce record c'était donc dans un gouffre qui est d'ailleurs la cavité la plus profonde. La plus profonde plongée au monde, puisque c'est le record du monde. Ça se situe dans les Pyrénées-Orientales du côté de Perpignan. Mais à côté de ça, il n'y a pas que ce record, il y a aussi tout le travail qu'on fait d'études et d'exploration sur différents sites en France. Et tous les jours et tous les week-ends, il y a des plongeurs à différents niveaux qui font de la formation, des gens qui viennent découvrir l'activité, des gens qui viennent pratiquer l'activité, et puis des gens qui vont au-delà, qui vont faire des choses un peu exceptionnelles, qui vont devenir aventuriers, devenir explorateurs, et aller dans des endroits où personne n'a été avant lui. Et c'est le but ultime de la plongée souterraine, c'est d'être un explorateur. Ah bah oui, de découvrir. Parce que là, quelque chose qu'on pour le connaît record, pas. vous plongiez dans ce gouffre que vous connaissiez déjà. C'est-à-dire que c'est là qu'ont été établis les records successifs. Alors, quand on plonge,
régulièrement, quand on explore, on installe un fil, notre fil d'Ariane. C'est ça. Et donc justement, à l'endroit où il n'y a plus de fil d'Ariane, c'est qu'il n'y a personne qui a été avant nous. Et donc justement, c'est de poser son fil et d'être le premier à découvrir et à partager surtout, parce que c'est surtout ça, au travers de reportages, au travers de films, au travers de photos, et puis notamment d'un livre qu'on vient de faire récemment sur une cavité dans la Drôme. Et donc le but ultime, c'est de dérouler un peu plus le fil. Voilà, c'est d'aller dérouler son fil et d'être le seul au monde à aller à cet endroit-là et de rapporter ce qu'on a découvert. Vous aviez déroulé le fil jusqu'à moins 286 mètres pour votre premier record. Un de vos camarades de jeu était allé lui jusqu'à moins 308, c'est ça, moins 308. Et vous avez suivi le même fil d'Ariane et vous avez été ce fil que j'ai posé il y a plus de 10 ans à partir de 192 mètres de profondeur en 5 explorations successives. Parce que bien sûr, il faut avoir des techniques, petit à petit, avec des techniques nouvelles qui sont apportées par le monde dans lequel on vit, des sociétés de travaux sous-marins. Non, ça c'est un peu une déformation professionnelle, mais des sociétés de plongée qui nous amènent du matériel, qui nous permettent d'aller encore plus loin. Parce qu'on progresse continuellement, techniquement, qui nous amène à descendre de plus en plus profond, d'aller de plus en plus loin. Et en 5 explorations successives, j'avais été jusqu'à 286 mètres. Frédéric a fait 308. Et 2 mois après, c'était un projet de longue date, puisque ça faisait 4 ans que je préparais cette plongée-là. J'ai eu plein de petits soucis dans ma vie personnelle qui ont fait que ça a été un peu repoussé. Mais voilà, le but ultime, c'était un rêve, dans un premier temps, d'aller au-delà des 300 mètres. Dans ma carrière professionnelle, un plongeur professionnel, il travaille régulièrement dans cette zone-là. On est formé, on est habilité à travailler à 300 mètres de profondeur. Mais pour un plongeur autonome, c'est quelque chose d'assez sérieux, où il faut d'énormes compétences pour pouvoir réaliser cette plongée-là. On va continuer à parler de cela, évidemment, et de cette passion pour la plongée souterraine avec Xavier Meniscus, qui est notre grand invité aujourd'hui sur France Bleu Dromardèche. Le 16-18. France Bleu Dromardèche. Christophe Bernard. Notre grand invité, c'est Xavier Meniscus, qui est plongeur spéléo, scaphandrier installé donc à Valence et qui a réalisé un nouvel exploit en début d'année. C'était au mois de janvier, un exploit à haut risque quand même sur le site de Fontestramar, près de Perpignan, la cavité la plus profonde au monde, avec donc un nouveau record du monde de plongée, moins 312 mètres après avoir déjà établi un premier à moins 286 mètres. Record dépassé donc, mais ce sera la dernière pour Xavier Meniscus, qui a décidé de ne pas continuer, et pour cause. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que sur ce genre de record, vous avez mis finalement, 18 minutes, c'est ça, pour descendre jusqu'à moins 312 mètres, et pourtant, la totalité de la plongée a duré 11h45. Ça veut dire que pour remonter, il faut de la patience. Oui, parce que quand on va à ces profondeurs-là, il y a d'énormes effets physiologiques qui se passent sur le corps, notamment au niveau de la pression et des gaz respirés. Et ces gaz, il faut les évacuer tout doucement pendant la remontée. Donc on peut aller finalement assez vite à la descente. Oui. Et la remontée est très lente. Très lente, il faut respecter tout un tas de paliers de décompression. Pour éviter, sinon le sang il se transforme en champagne, et quand on ouvre le bouchon, ça fait, il y a plein de bulles néfastes pour l'organisme qui se créent. Et donc pour éviter ces bulles dans l'organisme, on remonte très doucement pour avoir le temps d'évacuer ces bulles tout doucement. Et je le disais, c'est votre dernier record du monde a priori, parce que ça aurait pu mal tourner. Vous avez été victime d'un accident de décompression de l'oreille interne, arrivé à moins 70 mètres à peu près. Oui. Il y a une bulle qui s'est pas évacuée correctement, qui s'est coincée dans l'oreille interne. Et quand on a ce type d'accident, c'est comme l'oreille interne régit le sens de l'équilibre. On perd complètement l'orientation, on a des vertiges très importants, et on va aller jusqu'au vomissement, oui. Là, vous êtes retrouvé tout seul, un peu, ne sachant plus, désorienté. C'est vraiment votre expérience de 30 ans de plongée qui vous a sauvé. Oui, c'est des choses qui sont connues. Personnellement, ça m'était jamais arrivé, mais il y a d'autres plongeurs qui ont eu ce phénomène-là, et il a fallu tirer les enseignements des plongées de ces plongées
où il y a eu ce type d'accident et faire les bons gestes avec toute mon expérience acquise au bout de presque 35 ans de plongée, qui m'a permis d'éliminer ce problème-là au bout d'une heure et quart. Il faut savoir que je suis le seul à avoir pu éliminer cet accident-là, justement, par mon expérience, par la méthode que j'ai employée, et qui m'a permis de complètement récupérer au bout d'une heure et quart et de continuer ma décompression sans souci. Mais oui, il y a beaucoup de plongeurs qui sont sortis, ils étaient complètement en vrac. Voilà. Donc là, voilà, grâce à votre expérience, vous réussissez à attendre un peu, remettre les idées en place, je dirais, on applique des procédures. Il faut être conscient de ça avant d'y aller, finalement. À savoir qu'il va y avoir des gestes très précis à effectuer s'il se passe quelque chose. Oui, c'est toute l'expérience qu'on peut avoir dans cette activité qui nous permet d'avoir les bons gestes pour pallier au moindre problème qu'on peut avoir sur le matériel, mais aussi sur sa physiologie humaine. Et ne pas paniquer. Et surtout pas paniquer. Ça sert à rien. Est-ce qu'avec votre expérience, on peut paniquer encore en plongeant ? Je pense que oui, parce que quand on est dans cet état-là, on se dit qu'est-ce qu'on fait là ? Et il faut avoir énormément de sang-froid pour se reconcentrer et se dire allez, calme-toi. Il va falloir passer ce moment-là le mieux possible. Vous aviez déjà, j'allais dire, frôlé la mort comme ça lors d'autres plongées ? J'ai eu des petits incidents, oui, de problèmes matériels ou d'autres accidents de décompression. Mais voilà, on est dans l'eau, si on panique, on est mort. Donc il ne faut pas paniquer, il faut appliquer les bons gestes, tout l'enseignement qu'on peut avoir acquis sur toute l'expérience qu'on peut avoir et mettre en place ces procédures qui nous permettent de récupérer sans souci. On apprend beaucoup sur soi dans ces moments-là et aussi, voilà, il faut ensuite, comme vous le disiez, que ça profite aussi quelque part aux autres. Et oui, voilà, c'est ces plongées-là, c'est des plongées expérimentales. 300 mètres, il y a très très peu de plongeurs qui sont arrivés en autonome à ces profondeurs-là. Donc toute l'expérience et le retour d'expérience qu'on peut avoir sur ces plongées-là va permettre à d'autres plongeurs d'accéder à ces zones-là. Dans les années 2010, j'étais l'un des premiers plongeurs à aller régulièrement dans la zone des 200 mètres. Il y avait des plongées qui avaient été effectuées auparavant, mais en 2010, voilà, quasiment tous les mois, j'étais à 200 mètres de profondeur. Donc c'était des profondeurs qui étaient à l'époque rares. Et on voit que maintenant, ces profondeurs-là sont très accessibles à d'autres plongeurs qui, régulièrement, vont dans ces zones de profondeur-là. Donc oui, ce qu'on fait on travaille avec des physiologistes, et ces plongées-là servent à avoir un retour d'expérience et d'améliorer les procédures de plongée. Voilà, il y a du débriefing à la sortie, évidemment, et vous aussi, vous avez bénéficié de l'expérience d'autres plongeurs avant vous, bien sûr. Avant moi, qui ont eu ce précédent. Et puis, il y a bien sûr toute cette expérience autour de la plongée en elle-même, les techniques de plongée, etc. Mais si vous descendez aussi à ces profondeurs-là, c'est pour aider aussi, scientifiquement, vous faites partie de l'expérience. Alors oui, surtout, c'est ce qu'on fait. Nos plongées servent aussi à étudier les réseaux dans lesquels on plonge. Ce sont d'énormes réservoirs d'eau potable, et il faut savoir que maintenant, avec le réchauffement climatique, les ressources en eau vont être modifiées par l'allègement des températures. On sait que les glaciers vont disparaître, toute l'alimentation en eau des glaciers va disparaître l'été, la neige va fondre, les glaciers n'existeront pas. Donc toute cette eau qui s'infiltre dans le karst, ce sont d'énormes réservoirs renouvelable. C'est pas un puits de pétrole et qu'on assèche et dans 60 ans on n'aura plus de pétrole, on n'aura plus rien. Non, l'eau, c'est une ressource qui se renouvelle, mais elle se renouvelle avec des phénomènes climatiques qu'il faut maintenant comprendre pour pérenniser cette ressource. Et notamment, on travaille ici à Beaufort-sur-Gervanne sur une des plus importantes captages en eau de la Drôme, et qui nous permet justement de partager nos découvertes, nos recherches, afin d'apporter aux habitants une eau de qualité. Vous allez nous raconter effectivement toutes les recherches qui se font autour de cela, les relevés que vous ramenez de ces plongées. C'est Xavier Méniscus qui est notre invité aujourd'hui. Celles et ceux qui font l'actualité en Drôme et en Ardèche sont dans le 16-18 France Bleu Drôme Ardèche.
Nous sommes avec Xavier Meniscus, plongeur spéléo recordman du monde de plongée souterraine. Il est valentinois, mais il ne fait pas que plonger parfois à l'autre bout du monde. Non, il plonge aussi beaucoup dans la région. Xavier, notamment dans le pays de la Gervanne. Là, il y a un gouffre, enfin, je ne sais pas si on appelle ça un gouffre. Une émergence, qui est l'une des plus importantes, des plus longues de France. Oui, il se trouve que oui, en Drôme-Ardèche, on a un énorme terrain de jeu. On a les Goules à Bourg-Saint-Andéol qui alimentent tout le canton de Bourg-Saint-Andéol en eau potable. Et ici, à Beaufort-sur-Gervanne, dans la vallée de la Gervanne, on a une cavité qui s'appelle l'émergence de Bourne, dans laquelle on vient de réaliser un ouvrage pour raconter tous nos travaux. Et qui est l'une des plus importantes cavités du Vercors, oui, qui alimente toute la vallée de la Gervanne jusqu'à Cré, en eau potable. Et qui n'est pas encore explorée on continue, ça fait 20 ans qu'on travaille. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on s'investit sur différents projets en France. Voilà, le but, c'est de pérenniser notre action, nos travaux, avec l'évolution du matériel, et de nous permettre de continuer à étudier ces réseaux tout au long de ces années. Alors vous, on l'a dit, bon, voilà, le record du monde, c'est à moins 312 mètres. Là, on est sur du moins 50 mètres, c'est ça ? Ah oui, c'est pas. Il y a des cavités qui peuvent se développer à très faible profondeur et d'autres à très grande profondeur. Les Goules à Bourg-Saint-Andéol, c'est 240 mètres de profondeur, par exemple, et l'émergence de Bourne. C'est 50 mètres de profondeur, mais par contre, elle se développe à très très longue distance, puisque c'est un siphon de plus de 4 km. Dans les années 2000, c'était le siphon franchi le plus long d'Europe. Là, ça l'est plus, mais c'est toujours le siphon le plus long de France. C'est la 3e ressource en eau du Vercors. C'est déjà impressionnant, effectivement. Quand on fait ce type d'exploration, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, finalement c'est de l'exploration, c'est de la découverte, essayer d'aller dans des endroits où personne n'est encore allé, où personne n'a déroulé le fil d'Ariane. Vous avez déjà découvert des endroits magnifiques où vous êtes arrivé, vous vous êtes dit waouh. De toute façon, chaque fois qu'on explore, on va c'est magnifique. Oui, c'est toujours beau à découvrir, oui, c'est sûr. Quand on explore, c'est magnifique. Donc les cavités ont chacun leur morphologie, leur spécificité. L'émergence de Bourne, par exemple, c'est une roche qui est très très grise, qui absorbe la lumière. Donc il faut énormément d'éclairage. Mais ce gris apporte des couleurs vraiment spéciales. À Bourg-Saint-Andéol, c'est un calcaire assez beige clair, donc ça apporte d'autres phénomènes de luminosité. Mais oui, c'est d'aller dans ce milieu et puis de le découvrir, de l'explorer, de l'étudier. Et tous nos travaux d'études permettent justement à comprendre d'où vient cette eau et à la pérenniser. Un milieu hostile quand même, parce qu'il devient beau quand on allume la lumière, mais sinon on est dans le noir total. C'est le monde du silence le plus absolu. Cousteau, dans son film Le Monde du Silence, il disait la mer c'est le monde du silence. Non, le monde du silence absolu, c'est le milieu souterrain. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son. C'est vraiment d'une quiétude. Quand on aime être à l'intérieur, c'est d'une quiétude les plus absolues, oui. On peut y croiser des animaux. On peut y croiser des animaux, ce sont des animaux cavernicoles. Bon, dans les grottes, on a les chauves-souris. Et dans les réseaux noyés, on peut avoir différents animaux. En France, on a principalement des petites crevettes qu'on appelle le Niphargus. C'est des animaux albinos, bien sûr, puisque c'est des animaux cavernicoles. On peut avoir des petits escargots aussi. Mais l'animal emblématique de la plongée souterraine, c'est le protée. On n'en trouve pas en France, c'est principalement dans les pays du Balkan. Et c'est un petit lézard avec une tête de dragon, et donc c'est l'animal emblématique de la plongée souterraine. Alors pour ceux qui vous accompagnent, puisque vous n'êtes pas seul donc à faire ces explorations, notamment ici dans la Drôme, à quel moment on en vient à avoir envie de faire de la spéléo quand on est plongeur ? Qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Alors déjà, pour pratiquer la plongée souterraine, il faut avoir un petit niveau de plongée. Donc, il y a quelque chose de formation qui se fait au niveau de la FFEDSM, de notre fédération. Et avec un petit niveau 2, on peut accéder au stage de découverte et pratiquer la plongée souterraine. Il n'y a pas besoin d'une grosse expérience auparavant. Il n'y a pas besoin d'une grosse expérience. On demande juste un petit niveau de plongée, qu'on ait les bases. Et ensuite, on vient former aux techniques propres de la plongée souterraine. Et amener, il y a des stages qui se font tout au long de l'année. Bon, en ce moment, pas trop, parce que tout est en cru. Vous avez dit aux informations que oui. Là, en ce moment, c'est tout en cru. Mais par exemple, mars, avril, c'est les principaux stages de la fédération qui se font
À Bourg-Saint-Andéol, parce que ce sont des sites écoles, donc il y a beaucoup de stages qui se font à Bourg-Saint-Andéol. Émergence de Bourg, non, parce que c'est un site capté, c'est un site qui est fermé, où il faut des autorisations. On a créé une convention avec les gestionnaires pour pouvoir plonger dans cette source, mais à Bourg-Saint-Andéol, c'est un accès qui est absolument libre dans un parc, et au sein des fédérations, on accueille des plongeurs avec un petit niveau et on les forme à la plongée souterraine. Bon, on va parler aussi du matériel dans un instant, évidemment, parce que c'est passionnant et finalement, même pour ceux qui ont un petit peu peur de plonger, vous nous emmenez assez loin aujourd'hui. Xavier Méniscus, qui est notre grand invité sur France Bleu Drôme-Ardèche. Celles et ceux qui font l'actualité en Drôme et en Ardèche sont dans le 16-18 France Bleu Drôme-Ardèche. On plonge aujourd'hui avec Xavier Méniscus, scaphandrier, plongeur spéléo valentinois, détenteur du record du monde de plongée souterraine et qui plonge beaucoup aussi dans notre région. Alors les records, on l'a dit, Xavier, bon, c'est terminé maintenant. Voilà. C'est terminé. Vous ne courez plus après les records. Toute petite part de l'activité réelle que l'on pratique toute l'année. Voilà, parce que c'est pas parce que vous arrêtez les records que vous arrêtez de plonger. Ça, vous aviez dit à la famille, j'arrête après celui-là. Hein, voilà. Puis en plus, comme vous vous êtes fait une petite frayeur que vous nous avez raconté tout à l'heure, il y a un moment, il faut se dire aussi, puis, il y a des projets, je prends autant de plaisir quelque part à plonger à moins 50 mètres. Et surtout, en Gervanne. Oui, voilà, c'est ça. Et puis il y a les projets qu'on mène depuis de longue date, depuis plus de 20 ans pour certains, qu'il faut continuer à amener, qu'il faut continuer à explorer, à découvrir et étudier. Donc on travaille. On parlait il y a un instant de comment on vient à faire de la plongée en spéléo. Le matériel, il est le même, que ce soit une plongée en mer ou une plongée donc dans ces fameuses rivières souterraines. Alors, le principe, il est le même. C'est une bouteille, un détendeur. Sauf qu'en plongée souterraine, on double ce matériel pour que s'il y a un souci, on puisse rentrer sur le matériel de secours. On appelle ça la redondance, comme un avion de ligne qui vole avec 2 réacteurs. Et puis s'il y a un réacteur qui tombe en panne, il peut rentrer quand même avec son deuxième réacteur. La plongée souterraine, c'est pareil. On appelle ça le principe de redondance. On double tout. Et s'il y a un souci sur le matériel, sur le premier matériel, on rentre avec le deuxième équipement. On est vraiment sur la sécurité, donc. En regardant des vidéos, des photos, j'ai eu l'impression que lorsqu'on descend, notamment pour certaines explorations, vous êtes aidé par une sorte de turbine qui vous propulse. On ne palme pas ? Alors, si on veut aller loin et si on veut aller profond, il faut aller sur des équipements qui sont encore plus performants. Au niveau respiratoire, on n'utilise plus des bouteilles, on utilise des recycleurs qui nous permettent d'avoir une autonomie très longue. Un recycleur, c'est presque 10 heures d'autonomie. Et pour avancer, parce qu'on peut aller aussi sur de très très longues distances, donc on utilise des propulseurs sous-marins. Et la technique de maintenant, c'est d'utiliser 2 propulseurs en même temps. Donc ça apporte un pilotage assez fin et qui nous permet d'aller encore plus vite. Et le problème de la plongée, c'est que c'est le temps d'exposition au fond. Donc si on raccourcit ce temps d'exposition par la vitesse de déplacement, on a des paliers qui sont moins conséquents et on peut aller encore plus loin et encore plus profond. Donc voilà, c'est une évolution permanente du matériel, que ce soit au niveau des recycleurs et au niveau des propulseurs. Voilà, techniquement, ça ne cesse d'évoluer. Quand vous êtes en plongée, vous faites vous-même des relevés, vous prenez vous-même des notes, vous avez des capteurs, vous travaillez, je dirais, ou bien ça se fait automatiquement avec tout ce que vous avez sur vous ? Oui, alors on a tout ce travail d'étude qui est réalisé avec des capteurs, avec des instruments. On fait déjà la topographie de la cavité. Donc maintenant, pour permettre de travailler à très grande profondeur, on a des consoles de navigation. Sous terre, le GPS, ça marche pas. Pourtant, on peut cartographier un endroit sur terre avec les GPS, mais sur terre, sous l'eau, ça n'existe pas. Donc on utilise des consoles de navigation avec des centrales inertielles, des capteurs de mouvement, des capteurs de distance qui tout mis à bout avec des logiciels qui nous permettent de ressortir ces données et de faire le cheminement de la source sous terre. Et ensuite, on utilise des capteurs, notamment pour analyser l'eau dans laquelle on pénètre.
Et aussi, on fait des relevés de différentes qualités d'eau. On peut injecter des solutions salines. Là, dernièrement, sur l'émergence de Bourne, on travaille beaucoup pour comprendre l'alimentation en eau de ce réseau, parce qu'il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs galeries qui alimentent le réseau principal, comme une rivière, un fleuve, et un delta, qui a ses branches qui alimentent le réseau principal, et avec des sondes, avec des solutions soit de fluorescine, soit salines, et avec des capteurs de conductivité notamment, on essaie de comprendre les différents débits qui alimentent le réseau principal afin de pérenniser cette alimentation en eau. Des études passionnantes, forcément, parce que l'eau, c'est notre avenir. Hein. C'est notre avenir, et justement là, c'est là le but de notre travail, c'est de comprendre cette eau, comprendre cette alimentation, comprendre ce renouvellement, parce que c'est une ressource renouvelable. C'est un énorme réservoir, c'est pas un torrent où l'eau coule au fil de l'eau et puis disparaît s'il n'y en a plus. Non, le réseau souterrain, c'est un énorme réservoir, comme un énorme barrage qui emprisonne, qui emmagasine cette eau. Et cette eau est ensuite rejetée à l'extérieur. Et c'est tous ces phénomènes qu'on essaye de comprendre afin de pérenniser cette ressource. On sait que les glaciers, dans quelques années, il n'y en aura plus. Donc cette eau l'été, on l'aura plus. Donc on essaye de chercher dans le karst. Dans les pays qui sont plus au sud de la Méditerranée, l'Espagne, l'Italie notamment, cette ressource karstique est beaucoup plus importante, cette culture de l'alimentation en eau karstique est beaucoup plus importante que ce que nous avons en France. Et c'est justement là, l'avenir de cette ressource, c'est d'aller chercher dans le karst, et avant d'aller la chercher, il faut la comprendre, afin de la pérenniser. Et c'est tout le but de nos travaux qu'on réalise notamment sur l'émergence de Bourne. Et tout est raconté dans ce livre qu'on vient de réaliser avec une bande de copains sur les... Exactement. Il y a un bouquin qui s'appelle Les mystères de l'eau en pays de Gervanne, qu'on peut se procurer. Il faut trouver ça sur Internet. On peut sur le site du CDS 38. Le comité départemental de Spéléo de l'Isère, pour ceux qui sont intéressés. Et puis, s'ils veulent prendre contact aussi, pourquoi pas. En 148 pages, on raconte toute l'histoire de ce travail et de ce captage en eau qui alimente 7 ou 8 communes de la vallée de la Gervanne jusqu'à Cré. Et il y a de très belles photos aussi. Et voilà, ça nous permet aussi de vous accompagner quelque part. Merci beaucoup de cette découverte, Xavier Méniscus. Vous reviendrez nous parler de vos travaux très bientôt. Avec plaisir. À l'occasion de la sortie d'un autre bouquin, par exemple. Oui, avec plaisir. C'est une ressource intarissable. Si vous me lancez ce sujet, je peux vous en raconter pendant... Voilà, je fais des films, des vidéos, des conférences où j'explique ce qu'on fait. Et surtout, la chose primordiale, c'est de partager ce qu'on découvre, partager nos projets, partager nos recherches. Xavier Méniscus, explorateur, voilà, on va dire comme ça avant tout. Aventurier, explorateur. Aventurier, explorateur, ça c'est sûr, avant d'être plongeur spéléo finalement. Merci beaucoup d'être venu nous raconter tout cela, à bientôt donc. À bientôt, merci Christophe de m'avoir accueilli dans votre émission, c'était bien sympa. Et bonne continuation.